Jean Prouvé, on l'a connu, je l'ai connu un peu par hasard. J'étais étudiant aux Beaux-Arts dans les années post-68, puisque j'ai démarré mes études juste après 68, en l'octobre 68. C'était une période un peu troublée. L'école des Beaux-Arts était un peu en déshérence, puisqu'elle était en reconstruction après les événements de mai 68. Et dans cette période-là, qui a duré plusieurs années, on était à l'affût de tout ce qui pouvait se passer dans l'univers universitaire parisien. On allait à droite et à gauche voir, écouter Lefebvre à Nanterre, écouter d'autres personnes aux Beaux-Arts, qui sont devenus qui sont devenus architectes, qui sont toujours actifs, qui étaient très présents. Et puis, il y avait une figure dont on parlait, qui était Prouvé au CNAM. Donc un beau soir, j'ai été écouter Prouvé, comme ça par hasard. Je ne connaissais pas Prouvé. Et rentrer dans cet amphi immense, noir de monde, avec une impression très curieuse, très impressionnante. Il y avait cet homme en bas, seul, dans le bas de l'amphi, un amphi bourré à craquer. On était, je ne sais pas, 600, 800 personnes dans cet amphi, les marches pleines de monde. Il y avait cet homme, Jean Prouvé, qui était là, un peu timide, et qui, avec sa craie, sa petite moustache grise, avec une voix monocorde mais enflammée, passionnée, qui expliquait la craie blanche à la main sur un tableau noir ses projets. Et pour le jeune architecte que j'étais, je suis resté, on va dire, scotché. Et puis à la suite de cette première expérience, j'ai pas raté un seul cours. Je suis revenu pendant des années écouter Jean Prouvé dans cet amphi mythique du CNAM. Donc c'est ça ma relation à Prouvé. Et on buvait ses paroles, on buvait ses dessins. On était là avec des carnets de croquis à la main et on écoutait cette manière qu'il avait de disséquer, de décortiquer ses projets en expliquant avec une grande simplicité la manière dont il était passé de la tôle d'aluminium, donc de la matière, à un bâtiment. Et il expliquait ça d'une manière très simple, en disant, ben voilà, il y a la tôle, pour que la tôle soit plus raidie, il faut la plier, donc on commence par la plier, et puis on peut aussi la rainurer, et puis on peut aussi la plier. Et il expliquait d'une manière très simple la démarche qui partait de la matière et qui, en transformant la matière par des opérations finalement très simples, on arrivait à constituer des pièces, et avec ces pièces, assembler, constituer des bâtiments. Et c'était fascinant. Alors bien sûr aussi, au passage, il racontait des événements de son parcours, de ses difficultés avec le contexte. Contexte qui n'a pas vraiment beaucoup changé, les difficultés liées à l'économie, les difficultés liées au lobby le lobby économique de notre société. Il expliquait un petit peu ses désillusions par rapport à certaines de ses idées, mais en même temps, on sentait toujours une flamme, une passion qu'il avait de son métier. Et c'était un vrai bonheur de l'écouter. Voilà. Et donc ensuite, vous vous êtes retrouvé confronté au pavillon d'aluminium. Alors peut-être vous pouvez nous situer Architecture Studio. Enfin, attendez, on va faire un petit point. C'est super parce qu'il a carrément fait le lien quasi avec la question sur le. Voilà, vous faites le lien avec Architecture Studio. Alors j'ai retrouvé Jean Prouvé d'une manière complètement fortuite au sein d'Architecture Studio. On était en train de réaliser à Villepinte le pavillon, le hall 7 qui est situé derrière l'ensemble de la Marguerite des 5 halls du parc de Villepinte.
On faisait ça pour la Chambre de commerce de Paris. Notre maître d'ouvrage était Gérard Delacroix. Puis un beau jour, il m'a appelé en me disant « Jean-François, est-ce que ça t'intéresserait de remonter le pavillon de l'aluminium de Jean Prouvé ?» Alors tout de suite, je suis tombé des nues parce que ce pavillon, je l'avais vu dessiné à la craie par Prouvé au CNAM. J'ai été fébrile, j'ai dit bah oui, tout de suite. Et avec Gérard Delacroix et Gabriel Choucroune, on est allé dans la banlieue de Lille pour voir ces morceaux du pavillon de l'aluminium que la Chambre de commerce avait acheté, un peu forcé par deux personnes, Joseph Belmont, qui était ancien directeur de l'architecture, et puis François Barré, qui avaient usé de leur autorité, de leur rôle de conseil, pour dire à la Chambre de commerce qu'ils pouvaient peut-être faire un effort et remonter ce pavillon de Jean Prouvé sur le site de Villepinte. Parce que l'histoire du pavillon d'aluminium est un peu étonnante, c'est-à-dire qu'il avait été construit en 1954 pour le centenaire de la mise au point par le savant Henri Sainte-Claire de Ville du mode de fabrication industrielle de l'aluminium. Donc un siècle après, l'aluminium français avait fait une grande manifestation pour commémorer cet événement, et ça se situait sur les bords de la Seine, sur le quai du Gros Caillou dans le 7e arrondissement. Et là, Prouvé avait construit un bâtiment qui était une sorte de galerie des machines, une grande halle en longueur de 150 mètres de long, 15 mètres de large, où il avait eu on pourrait dire la magie par rapport au programme de mettre en exergue dans ce bâtiment tous les procédés industriels de l'aluminium, à savoir des poteaux en aluminium filé, des tôles roulées qui constituaient des poutres, qui étaient aussi en même temps les poutres chéneaux qui permettaient de récupérer les eaux pluviales. Les poteaux servaient eux-mêmes de descente des eaux pluviales. Toutes les extrémités des pièces, que ce soit les poutres ou les poteaux, étaient en fonte d'aluminium. En fait, il y avait tous les procédés que l'on pouvait mettre en œuvre avec l'aluminium dans le cadre du bâtiment. Et tout ça était mis en scène dans un bâtiment qui avait une grâce, une légèreté, et qui montrait aussi l'économie de moyens que Prouvé a toujours mis en œuvre dans ces bâtiments. Donc un minimum de matière pour un maximum d'effets, et d'effets structurels aussi. Alors, évidemment, moi j'avais ça en tête, et puis en allant en voiture avec Gérard Delacroix et Gabriel Choucroune, on est arrivé dans la banlieue de Lille, il pleuvait, dans un terrain vague de l'entreprise Lannoy, j'en dirai un mot tout à l'heure, et il y avait là comme un morceau de Mikado, où il y avait un tas de pièces d'aluminium, un petit peu oxydées, au milieu des herbes folles. Et je me suis retrouvé là d'une manière à la fois hyper ému, parce qu'on voyait les pièces des poteaux qui étaient là, et on voyait toute leur beauté, mais elles étaient dans la boue. Et en même temps, je me disais, mais comment tu as pu accepter cette tâche de remonter ce pavillon? Comment tu vas faire? Parce que ça apparaissait être un tour de force, entre guillemets. Alors, on a récupéré tout ça, ça a été emmené par camion sur le site de Villepinte. Il a fallu qu'on fasse un inventaire de toutes les pièces, de ce qui restait, de ce qui avait été abîmé, etc. Parce qu'une partie du bâtiment avait été démolie. Après 1954, le bâtiment a été reconstruit sur le site de la foire exposition de Lille. Là, il avait été un peu bricolé pour être implanté à l'angle d'un bâtiment de la foire. Et puis, donc ça c'était en 1956. Et en 1993, le site de la foire exposition a été démoli. Et là, il y a eu un sauveur qui par hasard est passé devant le bâtiment qui était en train d'être démoli. C'était un dénommé M. Lannoy. Il faut lui rendre grâce parce que c'est lui qui a sauvé ce bâtiment. Il est passé devant le bâtiment qui était en train d'être démoli. Son sang n'a fait qu'un tour, il s'est précipité. Il a sorti son carnet de chèques et il a dit « Arrêtez, j'achète ». Il se trouve que c'était le fils
de l'entrepreneur André Lanois qui avait remonté le pavillon de Prouvé en 1956. Et pour lui, il avait un attachement très, très personnel à ce bâtiment, à cet édifice. Donc il a racheté ce tas, il l'a fait bien démonter le lendemain proprement, il l'a emmené sur son terrain. Et il a œuvré pendant plus de 6 années à essayer de trouver un lieu et un mécène pour remonter le pavillon. Il pensait que ça serait facile, et ça a été pour lui une tâche très ardue. Et sans l'aide de Joseph Belmont et de François Barré, je crois que ce bâtiment serait toujours en vrac quelque part dans une banlieue du Nord. Alors, où j'en étais Bon. Donc, on continue sur le pavillon de la Lue ou là on Juste, a je pense que ce qui serait bien sur le pavillon de la Lue, c'est quand même de rajouter la modification quand même. La modification, puis est-ce que pour vous ça a été facile au final ou pas? Est-ce que quelle émotion vous en avez retiré? Oui. Voilà. Et au-delà de l'émotion aussi, les modifications quand même Oui. profondes, parce que finalement il est devenu tout vitré, quoi. D'accord, oui, ça, ça c'est Alors facile. ça c'est Oui. c'est sujet à polémique, mais bon. Non, c'est pas polémique du tout. Ah bon. Justement, c'est un problème. Voilà. Alors, revenant de Lille, quand on a eu toutes les pièces à Villepinte, là, la tâche commençait, et la tâche difficile. C'est-à-dire la tâche de l'archéologue, archéologue moderne, qui se trouve face à un certain nombre de pièces, à vouloir reconstituer le puzzle du bâtiment. Notre première réaction a été de vérifier si aux archives Jean Prouvé de Nancy, il y avait les plans du pavillon. Heureusement, on a trouvé un dossier complet de tous les plans de Prouvé du pavillon de l'aluminium. Donc là aussi, c'était une émotion parce que ces plans, moi, je ne les avais jamais vus. J'avais vu les dessins à la craie de Prouvé sur le tableau noir du CNAM. Là, on avait un dossier complet d'exécution de ce pavillon. Et alors la chose curieuse qu'on ne peut pas imaginer, c'est qu'il y avait un plan au centième. Donc pour les architectes, c'est peut-être très parlant. Il y avait un plan au centième rempli de repères. Et ensuite, il n'y avait que des plans à l'échelle 1. C'est-à-dire que chaque pièce du bâtiment était dessinée comme une pièce de mécanique, dessus, dessous, dessus, de côté, coupée avec des coupes dans tous les sens, comme des plans de mécanique, de dessin industriel. Et aucun plan d'architecte, entre guillemets. Le seul plan qui constituait l'ensemble du bâtiment, c'était une coupe transversale et un plan où il y avait tous les repères des plans de détail à l'échelle 1. Alors, devant ce dossier de plan, outre l'émotion, il n'y avait pas beaucoup d'aide pour reconstituer le bâtiment, parce qu'il y avait la description fine des pièces qu'on avait sous les yeux, entre guillemets. Alors, il a fallu qu'on réfléchisse plus. On a pu avoir l'ensemble des photos du pavillon d'origine, notamment en allant voir des archives qui émanaient de l'aluminium français qui avaient migré dans d'autres sociétés, notamment un institut de l'histoire de l'aluminium qui était situé à la Défense. Et on a pu avoir des dossiers complets, des photos du bâtiment d'origine quand il était remonté en 1954 à Paris. Ça nous a beaucoup aidé parce qu'il y avait beaucoup de photos très détaillées de chaque élément, mettant en évidence les jonctions des pièces les unes entre elles. Parce que la difficulté qu'on avait, c'était de comprendre comment toutes les pièces étaient reliées, notamment par des joints en néoprène, etc., qui, dans les démolitions et les démontages, avaient disparu. Donc, avec l'ensemble de cette analyse fine de l'ensemble du bâtiment, on a pu reconstituer, sur le bâtiment d'origine qui faisait 150 mètres de long, à Villepinte, on a remonté un bâtiment qui doit faire à peu près 70 mètres de long. Le reste, c'était que les pièces avaient été abîmées dans le démontage de l'île, notamment plein de pièces qui étaient assez fragiles, notamment les pièces de toiture, de tuiles de toiture qui reliaient les deux éléments de poutres chéneaux très belles qui constituent l'armature complète du bâtiment. Alors il y a un certain nombre de pièces qui, par contre, étaient manquantes. Donc là se posait la question de fond.
que doit se poser d'ailleurs tout archéologue ou tout homme architecte qui est confronté à un bâtiment ancien dans lequel il intervient, c'est quoi faire quand il y a un élément qui manque? Est-ce qu'on le reconstitue à l'identique? Ou est-ce qu'on le complète par quelque chose d'autre pour remplir le manque? Donc ça, c'est, je pense, vieux comme l'intervention dans un bâtiment ancien. Et là, sauf qu'on était confronté à un bâtiment ancien, on va dire moderne, et qu'on s'est posé la question en se disant, mais c'est pas compliqué, il nous manque des tôles d'aluminium pour faire les panneaux, c'est pas si compliqué que ça, on va faire la même chose, on va les reconstituer à l'identique. Et ces pièces, c'était des pièces à peu près d'1,20 m en tôle d'aluminium, rainurées, et pour qu'elles soient plus raidies, selon les principes de prouvé récurrents, elles étaient embouties par des petites calottes sphériques. Et à cause d'un vol sur le chantier qu'on a eu sur le chantier, il ne restait plus qu'une seule pièce de ces panneaux d'aluminium. Et donc on s'est dit, avec cette pièce, on va pouvoir faire des doubles. Et on a cherché partout, en remuant ciel et terre, et on n'a trouvé personne dans l'environnement industriel d'aujourd'hui capable de faire ces tôles à l'identique. Parce que les machines qui avaient été utilisées pour faire ces tôles n'existent plus. Donc pratiquement pour faire l'identique, il fallait refaire des machines. Donc ça a été exclu. Et c'est pour ça qu'à Villepinte, si vous allez à Villepinte, vous ne verrez, il n'y a un seul panneau d'aluminium d'1,20 m par 1,20 m. Tout le reste, c'est vitré. Mais ça, c'est un choix qui est de dire que l'on ne peut pas, qu'il vaut mieux transposer par un autre élément que d'essayer de faire un ersatz de l'élément qu'on possédait. Par contre, il y avait d'autres pièces qui étaient manquantes. C'était toutes les consoles de contreventement qui sont aux extrémités des poutres, sur les deux travées d'extrémité, où là, c'est des très belles pièces en fonte d'aluminium qui ressemblent un petit peu à des ailes de sèche, très belles, bien dessinées. On n'en avait qu'une. Les autres avaient disparu pendant les démolitions. Là, on a pu reconstituer complètement à l'identique, puisque on a pu faire un moule contre moule en fonte d'aluminium, et on a obtenu des pièces à l'identique. Voilà. Donc ça, c'est la raison qui fait que quand on va à Villepinte, on a aussi voulu mettre dans une partie du bâtiment, il y a au moins 5 ou 6 travées qui servent un petit peu de porche à ce bâtiment. Ça n'existait pas dans le bâtiment d'origine de 54, mais il nous a semblé justement que c'était intéressant de dissocier dans le remontage du pavillon une partie où on le fermait avec les façades vitrées, et ça permettait d'avoir quand même un usage pour le parc d'exposition, parce que ce bâtiment sert de temps en temps pour des cocktails et des événements pour les salons, mais d'avoir en avant, dans ce porche, un certain nombre de trames où on avait le remontage des éléments bruts que nous, on avait pu récupérer sans aucune intervention. Et là, il n'y a que les poteaux, les pièces d'accroche au sol, les raccords aux poutres, les poutres brutes et les structures arrière. Et c'est intéressant parce que là, on a comme un écorché structurel du bâtiment de Jean Prouvé lui-même, sans aucune intervention. Une autre intervention qui est intéressante à noter, c'est que quand on a été amené à faire ce remontage de ce pavillon, s'est posé le problème contractuel. On nous a donné un contrat d'architecte. Moi, tout de suite, j'ai dit, je refuse le contrat d'architecte. Je ne suis pas l'architecte de ce projet, je suis le modeste remonteur. Et heureusement que j'avais eu cette précaution au démarrage, parce qu'évidemment, dans le projet, dans l'ensemble du processus de remontage, il y avait un bureau de contrôle, et le bureau de contrôle faisait des analyses de l'œuvre de Prouvé, et voulait me démontrer que ça ne tenait pas. Alors, il y a eu des réunions très drôles, où je devais me faire, modestement, le défenseur de la tenue du bâtiment de Jean Prouvé, face à un ingénieur bureau de contrôle qui me démontrait
qu'au moindre coup de vent, ce bâtiment s'envolerait et tomberait par terre. Et il voulait rajouter des croix de Saint-André de contreventement sur toute la façade. On s'y est opposé. On en avait parlé avec les associés d'Architecture Studio en disant mais s'ils nous demandent ça, on arrête, on stoppe tout, c'est impossible, on ne peut pas se permettre de rentrer dans une logique comme ça. Donc ça a été assez violent, et au final, en concession, Gérard Delacroix m'a dit mais laisse donc, on va quand même en mettre une, on n'en met qu'une seule de croix de Saint-André en extrémité. Et vous verrez à Villepinte, si vous y allez, elle existe, et elle est peinte en rouge. J'avais même demandé à ce qu'elle soit associée à un certain nombre de petits papillons, comme des petits drapeaux, indiquant que c'était l'intervention du bureau de contrôle sur l'œuvre de Jean Prouvé. En 1999, il y a eu une grande tempête. Le bâtiment ne s'est pas envolé. C'est bien, très bien. Alors, on a 5 bonnes minutes là pour la dernière partie de l'interview sur donc l'énergie prouvée et votre commentaire sur ne jamais copier, ne jamais plagier, et moins d'esthétique, plus d'éthique. Donc oui. On commence par la première, donc l'énergie prouvée, comment vous interprétez Oui. Jean Prouvé, malgré son attitude humaine qui semblait faire paraître un homme très posé, très mesuré. Quand on l'écoutait au CNAM, là, on voyait un monsieur qui était très serein, un peu doux dans sa parole, etc. Mais néanmoins, c'est un petit peu le paradoxe, il développait une énergie et un enthousiasme communicatif, si je puis dire. Et on sentait que dès qu'il abordait un sujet, qu'il était guidé par la passion. Et tout son enseignement au CNAM, je pense que c'était principalement ça. C'était qu'au-delà de présenter ses projets, d'expliquer un petit peu tout son parcours, et peut-être aussi ses désillusions sur un certain nombre de sujets, notamment sur on pourrait dire quelque part l'échec d'une génération qui n'avait pas pu prendre en main dans le domaine de la construction le lien entre, il parlait beaucoup de ça, du lien entre le bâtiment et l'industrie automobile, par exemple. Il ne comprenait pas pourquoi cette idée lumineuse qui aurait pu être utilisée, d'utiliser la force de l'industrie pour constituer des composants industriels, pour les appliquer plus fortement au bâtiment, n'ait pas été utilisée dans cette période d'après-guerre. Mais néanmoins, malgré ses désillusions, on sentait qu'il avait un punch, une énergie, et il voulait faire passer cette énergie aux futurs architectes, aux jeunes étudiants en architecture qui envahissaient son amphithéâtre à tous les cours. Et je crois que c'est ça que je retiens du personnage. Une manière de dire continuez. Une manière de dire allez-y, n'hésitez pas, entre guillemets. Alors que, et il n'était pas du tout dans une logique, comme certains enseignants, de dire faites comme moi. En sens qu'il disait il ne faut pas copier, il ne faut pas plagier. Son enseignement n'était pas du tout dans une logique de reproduire sa démarche, pas son architecture, ses projets. C'était de prendre en compte une manière d'aborder la conception de l'architecture et de mettre en avant toujours la création. Donc je pense s'il était là, il serait étonné, il serait fasciné par toute l'évolution que l'architecture a connue depuis son départ. Et je pense que même si elle est très différente par certains projets de ce que lui-même faisait, il aurait été emballé, je pense. Donc on arrive justement sur moins d'esthétique, plus d'éthique, qui ouvre vers un peu... Voilà, comment vous interprétez ça avec aujourd'hui ? Oui, Jean Prouvé n'était pas du tout dans une logique d'une démarche esthétique.
comme je l'ai dit tout à l'heure, il partait plutôt de la matière, et de la transformation de la matière. Et dans cette démarche-là, bien sûr, à un moment donné, il arrivait dans ses projets il arrivait à une forme, mais cette forme des pièces qu'il constituait, qui ensuite constituaient des bâtiments, n'était pas conçue dans une démarche qui était uniquement esthétique, mais qui partait d'une démarche de la vérité structurelle. Je pense que c'est ça qui caractérise Jean Prouvé. C'est-à-dire que peut-être c'est aussi cette bascule ou cette opposition qu'il y a entre l'esthétique et l'éthique, mais je pense que son éthique à lui, c'était la recherche de la vérité dans le passage de la matière à la structure, qui ensuite faisait un bâtiment. Mais il ne partait pas de l'idée du bâtiment comme une chose esthétique pleine et entière. Et c'est peut-être ce qui le caractérise dans le débat entre ingénieurs, architectes, ou même entre eux, je ne sais pas comment le dénommer, il est inclassable par rapport à nos métiers, puisqu'il n'avait pas la démarche conceptuelle d'un architecte. Il a fait des bâtiments qui sont néanmoins des bâtiments superbes. Il était à la fois l'artisan, où toujours il y avait la main qui était présente, et donc la main de celui qui fait, qui façonne. Il commençait ses explications de projet par le dessin d'une tôle, en disant voilà, à l'origine il y a la tôle. Et ça, petit à petit, les dessins qu'ils faisaient se transformaient sur la transformation de la tôle, ou la transformation qui devenait un poteau, qui petit à petit, on arrivait au bâtiment. Donc c'était une démarche très analytique, qui part de la page blanche pour arriver à l'explication du projet et au projet lui-même. C'était pas du tout une démarche esthétique d'un bâtiment qu'on va faire comme ça, et puis comment je le construis. Ça partait de comment je produis, comment je vais construire le bâtiment, à partir de quoi. Donc c'est vraiment une démarche très particulière, et qui fait que je pense qu'il est unique.